parler d'informatique lors d'une balade en forêt, ça vous dit? Alors c'est parti. Rassurez-vous, ceci n'est pas une énième vidéo sur l'IA va remplacer les développeurs. Non, là, mon souhait, c'était de pousser la réflexion un peu plus loin. J'ai identifié une tendance, on va appeler une méga tendance, qui va venir bouleverser les marchés, et notamment le milieu de l'informatique, au cours des 3 prochaines années. Elle est constituée de 3 choses. Les outils de no-code / low-code, donc tout ce qui va être programmation visuelle et qui va permettre de coder beaucoup plus facilement et de créer des produits numériques. Deuxièmement, l'IA, qui est ChatGPT et d'autres IA qui sont spécialisés dans le code. Et troisièmement, la démocratisation et la facilitation à l'extrême de tout ce qui concerne les automatisations, les passerelles, la mise en lien de produits numériques entre eux. Alors, pour commencer, j'aimerais vous faire un tout petit historique. Dans le monde de l'informatique, on va dire que ça a commencé dans les années, à partir des années 50-60, on avait quand même des machines qui étaient énormes. La programmation a commencé avec des choses qu'on va appeler de très bas niveau. C'est-à-dire que les développeurs de cette époque-là, de manière un peu grossière, mais allaient vraiment manipuler les 0 et les 1, mais c'était vraiment de très bas niveau et c'était au contact de la machine. Et un phénomène qui a commencé à apparaître justement lors du développement de l'informatique, donc entre les années 60 et 80, quand on a commencé à avoir des ordinateurs de plus en plus petits et qu'on a commencé à aller vers un usage qui est le personal computer, le fait d'avoir un ordinateur chez soi et que ce soit un produit de grande consommation. Premier phénomène, la démocratisation des ordinateurs. Et deuxième phénomène, l'apparition de langages de programmation qu'on va appeler de plus haut niveau. C'est-à-dire que quand on code, ce n'est plus aussi près de la machine à devoir maîtriser des adresses de registres, des 0, des 1, etc. On va avoir un langage qui, pour l'époque, se rapproche beaucoup plus d'un langage humain. Et donc, qui va faciliter la création des algorithmes et des logiciels. Et la conjonction de ces deux choses-là, à l'époque, entre les années 70-80, ça a créé ce qu'on a appelé la crise du logiciel. La crise du logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ce marché s'est démocratisé d'un coup, brusquement. Et en se démocratisant, eh bien, il y a eu beaucoup plus d'acteurs et il y a eu une effervescence. Ça a créé des logiciels à gogo. Et en fait, face à l'émergence de tous ces logiciels, il y a eu également énormément d'échecs de projets. Et en fait, c'était un moment où on s'est rendu compte que la plupart des projets informatiques dépassaient, mais de plusieurs fois le budget initial, étaient livrés de plus en plus tard avec des problèmes de qualité de plus en plus énormes. Et en fait, de cette crise du logiciel a émergé quelque chose de bon. C'est-à-dire que l'industrie s'est mise au carat. C'est-à-dire, face à cette crise, c'est l'époque notamment où sont apparues les méthodes agiles et également énormément de process pour faciliter la mise en place de produits de qualité dans la livraison de produits numériques. Donc finalement, cette crise du logiciel, elle a permis de créer tous les standards de l'informatique que l'on connaît maintenant. C'est là que sont arrivés les années 80-90. Et en fait, c'est là, peut-être une époque qu'on a plus connue dans l'audience, avec justement l'arrivée de la création de certains géants de la tech. Microsoft notamment à cette période-là, mais d'autres produits pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'informatique était devenue à la fois accessible pour un large public, donc pour devenir un produit de consommation, un marché à conquérir, mais pour autant, pour pouvoir créer un produit de qualité qui s'adresse à des clients, il fallait quand même entretenir une belle équipe de développeurs et d'ingénieurs. Donc quand même des grosses équipes qui soient capables de délivrer ce genre de produit. Et face à ça, il s'est passé en fait la création de certains monopoles sur le marché. C'est-à-dire que ces acteurs-là étaient les seuls à avoir la capacité de production pour créer du logiciel et pour autant, ils ont pu rafler certains marchés. Mais en raflant certains marchés, ils ont aussi créé des produits qui devenaient de plus en plus complexes. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont développé un produit, prenons par exemple Excel, eh bien, ils allaient créer de nouvelles fonctionnalités pour certains clients, mais parce que ça concernait 20% de l'ensemble de leurs clients qui avaient besoin de cette fonctionnalité, alors que 80% n'en avaient encore pas besoin. Et c'est ainsi qu'on a vu l'émergence aussi de gros produits phares, donc justement les Microsoft, Hotmail, SAP, ces gros produits un peu de type, j'allais dire usine à gaz. Non, ils fonctionnent très bien, mais qui s'adressent à un très large marché et donc qui disposent d'énormément de fonctionnalités, mais dont la plupart d'entre nous n'utilisons même pas justement 5 ou 10%. Donc on a ces grands acteurs qui ont sorti ces gros produits parce qu'ils étaient les seuls quelque part en capacité de le faire. Et la création de produits numériques a continué, donc déjà via l'acquisition de ce marché, et puis de petit à petit, on a vu au cours de ces 20 dernières années l'arrivée justement des GAFAM avec des business models qui sont tournés sur la donnée. C'est-à-dire que certes, ils ont créé un produit numérique, mais le but de ce produit numérique est de valoriser en fait un business model, non pas sur du paiement direct de l'utilisateur pour acheter une licence, mais pour valoriser son utilisation, le fait qu'il soit l'audience de ce produit-là. C'est vrai pour Google, c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour un paquet de ces outils. Donc on assiste toujours au même phénomène avec des grandes boîtes ultra spécialisées qui, elles, vont disposer du monopole. Alors actuellement, c'est un monopole sur la donnée, mais qui va leur permettre justement de créer des business models qui s'appuient sur cette donnée. Et pourtant, le marché est en train de changer, je pense, depuis les années 2020. Alors pourquoi ça? Parce que justement, il y a l'arrivée de ces 3 choses qui se combinent de manière complémentaire, que sont l'IA, le no-code / low-code et tout ce qui est passerelle d'automatisation, API de plus en plus facilité. Alors, je vais donner une importance plus grande pour moi au no-code et au low-code, parce que finalement, l'IA, une fois qu'on a fait le tour du sujet de est-ce que ça va remplacer les développeurs, non, elle permet aux développeurs de coder plus vite, mais ça permet aux gens qui codaient déjà de coder plus vite. Alors que les outils de no-code, eux, ils vont permettre à des gens qui ne codaient pas encore, qui n'étaient pas dans la création de produits numériques, de créer leurs propres produits numériques. Et ça, pour moi, ça va avoir des impacts qui vont être énormes. C'est-à-dire
que le coût d'entrée pour fabriquer un produit numérique a baissé énormément. Désormais, on peut se permettre de sortir un petit produit numérique qui va justement avoir un cœur de fonctionnalité qui sera très très loin justement des gros produits dont on parlait, mais pour autant qui va pouvoir servir déjà une audience, mais une audience bien ciblée. Je m'explique. Vous n'allez pas recréer Uber en 2 semaines. Non, ça c'est, on va écarter ce sujet-là. Par contre, créer de nouveau une application mobile qui reprend un dixième, un centième des fonctionnalités d'Uber, mais les fonctionnalités réellement principales, qui étaient celles qui attiraient le client de base, à savoir pouvoir appeler un chauffeur et se faire déposer et payer sa commande de manière automatique, bah ça c'est complètement accessible. En fait, sur cette partie-là qui est vraiment le cœur des fonctionnalités de base, désormais, des entreprises beaucoup plus petites peuvent venir challenger Uber sur ce terrain-là. Même chose sur Airbnb. En fait, pour créer simplement un système de réservation en ligne et de booking, de mise de réservation d'appartements et de partage de lieux, bien ça, c'est plus du tout un gros projet. Dans une enveloppe de, mettons, 10 000 €, vous pouvez largement avoir un produit qui va faire ça sur une niche bien particulière. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient relibéraliser et ça vient challenger un marché qui est déjà très ouvert, en fait. Le marché de l'informatique, ce qui est génial des produits numériques, c'est qu'il ne connaît pas de frontières, il n'y a pas de biens physiques qui ont besoin de circuler. Donc c'est vraiment un très bon exemple de marché libre et qui évolue assez vite. Donc mon message, c'est de dire que les grands géants de la tech et les applications qu'on connaît tous, les logiciels, les éditeurs de logiciels qu'on connaît tous, ne sont plus inattaquables. C'est-à-dire qu'on peut aller sur leur terrain, non pas pour créer un énorme produit qui vienne les challenger. Par contre, pour une petite entreprise qui, plutôt que de payer sa licence SAP, va vouloir créer son petit système de gestion interne, son petit ERP, eh bien, le ticket d'entrée n'a jamais été aussi bas. Et ça, c'est une opportunité. Je voulais vous parler aussi d'un deuxième exemple qui est la confidentialité de la donnée. On disait justement que tous ces grands acteurs disposent d'un monopole sur la donnée de leurs utilisateurs parce que c'était les seuls à pouvoir proposer l'ensemble des fonctionnalités, les fonctionnalités qui intéressaient les gens, et donc ils détenaient le marché. Mais ça, c'est plus aussi vrai. Grâce à l'accessibilité de la création de produits numériques, en fait, les entreprises et les particuliers vont pouvoir renouer avec la souveraineté sur leurs données. Et ça risque de diminuer le levier que font justement les grandes entreprises monopolistiques sur le domaine des produits informatiques, sur justement le monopole de la donnée qu'ils ont. Un deuxième aspect important dans cette fragmentation du marché, elle va venir par la confidentialité de la donnée. C'est-à-dire que justement, on parlait des GAFAM et de tous les géants informatiques qui ont très vite switché leur business model pour essayer d'accroître la part de données qu'ils disposaient sur leurs utilisateurs, parce que leur business model reposait sur la valorisation de cette donnée, via derrière de la régie publicitaire, ou alors justement via la mise au point, grâce à ces données d'intelligence artificielle qui vont être très pointues dans certains domaines. On peut prendre l'exemple d'une famille qui souhaiterait, plutôt que d'échanger sur Facebook et d'être ciblée avec plein de publicités, pourrait décider de créer leur mini réseau social de famille, sur lesquels il y aurait que toute la cousinade, une vingtaine de personnes, avec les photos de la famille, la grand-mère qui peut liker, poster, pour autant sans avoir l'ensemble d'une interface graphique qui va être très chargée, qui doit s'adresser à un marché de plusieurs milliards d'êtres humains. Et bien là, pour 20 personnes, on peut avoir un outil qui soit très simple et qui vienne répondre exactement aux besoins de cette famille. Et cette famille, du coup, pourra conserver, elle, ses données en local et ne plus participer au monopole sur la donnée. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai également pour les entreprises. C'est de plus en plus possible de créer son propre produit numérique et d'héberger soi-même ses données. On arrive sur une période, je pense, où il va y avoir de nouveau une pléthore de produits qui vont sortir, mais on va retomber sur des taux d'échec de projet, d'augmentation du budget, de non-tenue des deadlines et de mauvaise qualité du produit qui va être, elle aussi, démultipliée. Et c'est une bonne chose. Encore une fois, en amenant plus de monde sur le marché, ça va également permettre de tirer toute l'industrie vers le haut. C'est-à-dire que, à mon avis, on part sur une petite période de chaos quand même de ce côté-là, l'effervescence dans tous les sens et des produits un peu mauvais, mais ça va également permettre de créer des nouveaux standards, justement d'aller automatiser au plus profond de ces outils des bonnes pratiques de code, des bonnes pratiques de création logicielle pour les rendre safe by design, en fait, que la partie sécurité soit plus que jamais embarquée et standardisée. Et c'est pour moi une autre conséquence de ce combo no code plus IA plus automatisation. Ça va être donc cette création de nouveaux process, de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies qui vont venir tirer l'industrie de la création de produits numériques par le haut. Entrepreneur, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Une fois qu'on a suffisamment divagué sur la question, eh bien, une grande opportunité de business actuellement et pour les années à venir est justement la création de produits numériques via des outils de no-code. C'est un marché qui va connaître une croissance folle. C'est le moment de se lancer, soit pour lancer votre propre application, votre propre produit numérique. Le ticket d'entrée n'a jamais été aussi bas. Si vous souhaitez vous lancer en prestation de service, il y a énormément de demandes dans ce secteur. Donc ça, c'est un premier point pour nos amis entrepreneurs. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce propos vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour une autre balade.